Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Célébration du 20e anniversaire de la déclaration de Bamako. À cette occasion, l'Organisation internationale de la francophonie a organisé plusieurs séries de discussions. Des discussions virtuelles notamment centrées sur l'évolution de la démocratie au sein de l'espace francophone. Les autorités nigériennes durcissent le ton contre End-SARS. La Banque centrale du pays a procédé au gel des comptes bancaires de plusieurs leaders du mouvement. 20 personnes sont concernées. Et enfin, en dépit de la pandémie de coronavirus, le Grand Prix cycliste Chantal Biya est maintenu cette année. Au total, 60 cyclistes participeront aux épreuves. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le verdict est tombé pour la Guinée. La Cour de justice de la CEDEAO a reconnu le pays coupable de, je cite, violation de droit à la vie dans l'affaire Zogota. L'instance a condamné ce mardi 10 novembre la Guinée à verser plus de 460 000 $ en guise de dédommagement aux victimes. L'affaire se déroule au début du mois d'août 2012. Les habitants de la localité de Zogota protestent contre les démarches de recrutement d'une société minière. Mais dans la nuit du 3 au 4 août, les protestations tournent au drame. Les forces de l'ordre tirent sur les villageois et tuent 6 personnes. Pour l'avocat de l'État guinéen, Maître Lanciné Silla, cette décision de justice est, je cite, une surprise. Selon lui, je cite, aucun élément du dossier n'était de nature à justifier une telle condamnation. L'Organisation internationale de la francophonie se mobilise pour le 20e anniversaire de la déclaration de Bamako sur la démocratie, les droits et les libertés. Des discussions virtuelles étaient organisées à cette occasion. Des discussions centrées sur l'évolution de la démocratie dans l'espace francophone ou encore sur la question des droits de l'homme. Nathalie Mou. Cette année 2020 se célèbre le 20e anniversaire de la déclaration de Bamako sur la démocratie, les droits et les libertés. L'Organisation internationale de la francophonie OIF prévoit des échanges par visioconférence afin de marquer l'événement. L'OIF veut dresser l'état des lieux du respect de la déclaration de Bamako au sein de ses États membres, notamment en Afrique. À côté de cela, on remarque que, en général, le jeu politique en Afrique francophone, les questions des libertés, les questions de droits de l'homme ont connu beaucoup de difficultés. Il y a des incompréhensions majeures. Le dialogue politique dans la plupart des pays d'Afrique francophone est en situation de blocage. En proclamant que francophonie et démocratie sont indissociables, la déclaration de Bamako marque une étape majeure de la construction politique de la francophonie institutionnelle, aujourd'hui cinquantenaire. Sur le terrain, l'OIF s'illustre par son action en faveur de la consolidation de l'état de droit, la tenue d'élections libres, fiables et transparentes, la promotion d'une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits de l'homme. Sans démocratie, sans libre expression, sans libre choix en matière électorale, il est très difficile de construire des sociétés stables, des sociétés qui permettent l'épanouissement de l'être humain. Pour ce 20e anniversaire de la déclaration de Bamako, l'Organisation internationale de la francophonie lance une discussion inaugurale animée par le président Macky Sall. Le 10 novembre 2020, le chef d'État sénégalais s'exprimera sous le thème « Où en est la démocratie dans l'espace francophone 20 ans après Bamako ». Il avait 73 ans, l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings est décédé ce jeudi 12 novembre à l'hôpital universitaire de Korle-Bu à Accra. Un décès causé par une courte maladie, indique la présidence ghanéenne qui prévoit une semaine de deuil national. À la tête du Ghana de 1981 à 2001, l'ancien chef de l'État est notamment connu pour avoir rétabli le multipartisme démocratique. Corinne Gamze-FM revient sur les temps forts de son parcours. Jerry Rawlings, ancien président du Ghana, est décédé à l'âge de 73 ans ce 12 novembre 2020 à l'hôpital universitaire Korle-Bu d'Accra. Celui qui a dirigé le Ghana de 1981 à 2001 est né le 22 juin 1947 à Accra. Jerry John Rawlings entre en 1968 à l'Académie militaire ghanéenne de Téchi et devient lieutenant d'aviation de l'armée de l'air de son pays. Il accède au pouvoir après plusieurs coups d'État en 1979 et 1981, renversant ainsi le régime du président Fred Akufo et celui de Liman. J'ai un souvenir personnel
du président Jerry Rawlings qui a marqué toute une génération d'Africains comme moi. En fait, dans ma carrière professionnelle, je suis arrivé à Lomé au Togo en 1988 et le Ghana était très mal économiquement. Politiquement, il y avait une succession de coups d'État, de généraux qui se remplaçaient. Et la monnaie ghanéenne, le cedi, était très bas. Personne ne voulait du cedi. Et quand Rawlings a repris le pouvoir pour la seconde fois, il a redressé le Ghana. Il en a fait d'abord une démocratie qui continue à tenir la route jusqu'aujourd'hui. Et il a fait remonter l'économie du Ghana à tel point que le voyage se faisait maintenant en sens inverse. C'est-à-dire que les gens partaient du Togo et du Bénin pour aller travailler au Ghana. En 1992, Jerry Rawlings démissionne de l'armée, instaure le multipartisme et fonde le Congrès démocratique national. Il sera élu président du Ghana, engageant ainsi son pays sur la voie de la démocratisation. Il sera réélu en 1996 pour un second mandat. En 2001, Jerry Rawlings décide de présenter Jonathan Mills pour le compte de son parti à l'élection présidentielle. Celui-ci perdra face à l'opposant John Kufuor. Et Jerry Rawlings a été de ceux qui ont considéré leur responsabilité à la tête de leur pays comme une mission. Et il restera à jamais marqué dans l'esprit et dans le cœur d'une grande génération d'Africains et de toute l'Afrique en général. Il y aura un avant et un après Rawlings. Avant son décès, Jerry John Rawlings multipliait les médiations dans les crises électorales et pour le retour de la paix dans les pays en crise sur le continent. Les autorités nigérianes haussent le ton contre certains leaders du mouvement End SARS. La Banque centrale du pays a gelé les comptes bancaires de 20 jeunes appartenant au mouvement. Un mouvement qui a débuté en ligne le 3 octobre pour protester contre les violences policières impunies. Alors que End SARS a déjà pris une ampleur considérable, cette décision risque d'envenimer la situation. Un avocat des victimes de violences policières estime qu'il s'agit là d'une déclaration de guerre de la part des autorités. Ameneji. Au Nigeria, certaines figures clés du mouvement End Special Anti-Robbery Squad, End SARS, subissent les pressions des autorités. Récemment, plusieurs jeunes leaders ont vu leurs comptes gelés par la Banque centrale. Une situation qui se justifie par la répression protestataire qui a secoué le pays au mois d'octobre. Un mouvement social a en effet commencé sur Twitter pour appeler une unité de la police nigériane à mettre fin à l'oppression et à la brutalité dont sont victimes les populations. Ça relève quand même d'une forme de répression qui ne dit pas son nom. Et puis l'objectif justement, c'est d'amener ces figures de proue des manifestations, de se relâcher un peu. Donc c'est en réalité une sorte de répression psychologique que l'on fait à ces figures-là, et histoire un peu d'atténuer l'impact de la crise, ou disons de l'action de mobilisation. Sans leader à sa tête, le mouvement dispose toutefois de promoteurs présumés repérés par les autorités. La décision de la Banque centrale du Nigeria est appuyée par une cour de justice. Selon un avocat des victimes de violences policières à propos des sanctions, il s'agit là d'une déclaration de guerre de la part des autorités. On comprend aisément que la Banque centrale prête ses services à l'armée, à la police, au gouvernement d'une façon générale pour traquer un peu ces figures de la manif. Et ça se comprend. L'une des raisons de cela, c'est que le Nigeria est un pays où vous avez toutes les institutions au service de l'exécutif. Les manifestations liées au mouvement End SARS ont entraîné de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine. La situation fait susciter assez d'interrogations quant au rôle de l'armée dans ces actes de violence. En pleine pandémie de coronavirus marquée par une crise économique accrue, les envois de fonds des travailleurs migrants vers leur pays d'origine devraient reculer de 14% d'ici 2021 par rapport au niveau d'avant la pandémie en 2019. Une prévision issue de la note d'information de la Banque mondiale sur l'immigration et le développement, un sujet de la rédaction. Les envois de fonds des travailleurs migrants devraient baisser de 14% d'ici 2021. Cette chute est imputable à la faiblesse de la croissance économique, à l'insuffisance des niveaux d'emploi dans les pays d'accueil des migrants, à la baisse des coûts du pétrole et à la dépréciation des monnaies des pays d'origine des transferts d'argent par rapport au dollar. Beaucoup de migrants ont perdu leurs emplois et beaucoup de migrants ont perdu leur pouvoir d'achat. Et à cela, il faudrait ajouter la baisse du niveau de voyage, ce qui fait qu'il y a eu moins de voyageurs ces derniers temps du fait des restrictions dues au coronavirus. Toute la conjonction de tous ces aspects a baissé le niveau de transfert qui va encore continuer à baisser
du fait d'un coronavirus qui est rampant et galopant. Ces transferts vers les pays à revenus faibles intermédiaires devraient connaître un repli de 508 milliards de dollars en 2020, suivi d'un nouvel effondrement en 2021 à 470 milliards de dollars. À noter que l'Afrique subsaharienne est la région avec les coûts de transfert les plus élevés, soit un tarif moyen de 8,5% pour l'envoi de 200 dollars vers l'Afrique. Cette baisse entraîne des problèmes économiques dans les pays à forte dépendance de l'argent de la diaspora. On va prendre des pays comme le Mali, où les populations attendent beaucoup des transferts d'argent de la diaspora. On va prendre des pays comme les Comores, où plus de 20% du PIB des Comores dépend des transferts de la diaspora. Et les économies vont donc connaître un grand coup de ce fait-là. Et le niveau de vie des populations qui dépendaient de ces transferts va certainement être altéré. Selon la Banque mondiale, le nombre de migrants internationaux devrait diminuer pour la première fois en 2021. Ceci en raison du ralentissement des nouveaux départs et de l'augmentation des retours vers les pays d'origine. Le Grand Prix cycliste Chantal Biya aura finalement bien lieu cette année. 60 cyclistes nationaux et internationaux participeront aux épreuves. La compétition se déroulera du 18 au 22 novembre. Parmi les participants, on retrouve des cyclistes venus du Mali, du Burkina Faso ou encore de la Côte d'Ivoire. José Douglas. Menacé cette année pour des problèmes de Covid-19, finalement, le Grand Prix cycliste Chantal Biya aura lieu du 28 au 22 novembre. Nous en savons un peu plus sur les équipes qui vont y participer et surtout l'itinéraire. La première étape aura lieu le 18 novembre 2020 à Douala, avec un critérium de 95,9 km dans l'arrondissement de Douala 3. La deuxième étape, quant à elle, se tiendra le 19 novembre à Akonolinga et à Bongbang. La troisième étape est prévue le 20 novembre entre Yaoundé et Eboloa. Cette année, la course va se dérouler dans 4 des 10 régions que compte le Cameroun. Il s'agit du littoral, de l'Est, du Sud et du Centre. 60 coureurs nationaux et internationaux vont rivaliser d'adresse et d'endurance lors de ce prix cycliste dédié à l'épouse du président de la République, Paul Biya. Des coureurs du Cameroun, 2 équipes, SNH Vélo Club et l'équipe nationale. D'autres équipes avec le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Rwanda et le Bénin. Pour l'Europe, ce sera l'équipe militaire de France et la Dukla Bansa de Slovaquie. Les équipes seront officiellement présentées le mardi 17 novembre 2020 à Douala. L'avant-dernière étape va se courir le 21 novembre entre Zoétélé, Kwang, Meyo-Messala. Enfin, l'étape Sangmelima-Yaoundé, longue de 166,4 km, clôturera cette édition 2020 le 22 novembre prochain, soit un total de 685,3 km. La 20e édition du Grand Prix Chantal Biya ne devrait pas en principe se tenir. À noter que c'est l'Algérien Azzedine Lagab qui a remporté l'édition 2019. Il a fini devant le Slovaque Marek Kanecki et le Néerlandais Arjan Hoffman. Et toujours dans l'actualité sportive, le Cameroun s'impose face au Mozambique lors des éliminatoires de la CAN. Les Lions indomptables sont sortis victorieux avec 4-1. Vincent Aboubakar signe un doublé à la 39e puis à la 47e minute. Le milieu de terrain du Fulham FC, Franck Anguissa, marque un 3e but pour le Cameroun à la 57e minute. La consécration arrive enfin à la 81e minute avec un 4e but signé Clinton J. Les deux équipes doivent de nouveau se rencontrer le 16 novembre prochain. Également dans le groupe F, le Cap-Vert et le Rwanda font match nul 0-0. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.